Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançons en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Auditeurs, bonjour, l'invité du direct de Radio M a le plaisir d'accueillir ce matin M. Mehdi Omar Ouayesh, président de Algeria Digital Cluster, le groupement d'intérêt qui défend donc les intérêts pour le développement du TIC, des TIC en Algérie. Monsieur Mehdi Omar Ouayesh, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs de Radio M. Merci beaucoup à vous. On apprécie d'autant votre présence que vous devez prendre un avion cet après-midi pour aller à l'international. Et vous avez bien fait de faire l'effort de venir nous rendre visite ce matin. Ça fait longtemps qu'on voulait parler avec vous de ce secteur extrêmement important qui est celui du développement du numérique en Algérie. Nous sommes nous-mêmes ici à Interface Média directement interpellés par cette problématique. On va dire que ce développement a été gêné pendant quelques années et pendant assez longtemps par l'absence du paiement électronique, le paiement en ligne, et puis l'absence de la possibilité de commercer sur Internet. C'est quelque chose qui devrait pouvoir se faire vite, incessamment, sous peu, puisque une loi a été adoptée cette semaine par l'Assemblée nationale qui permet le e-commerce. Alors, ma première question, M. Mehdi Omar Ouayesh, c'est est-ce que cette loi répond aux attentes? Est-ce que cette loi va permettre de rattraper une partie du gap qui existe dans le développement de l'économie numérique en Algérie? Par rapport à la présence même d'une loi qui était un peu considérée comme une condition sine qua non au déploiement et à la généralisation du paiement en ligne, ça peut être un élément positif. Mais par rapport au contenu de la loi, il y a beaucoup d'aspects qui concernent le e-commerce, on va dire moderne, qui ne sont pas pris en charge par le texte auquel on a eu accès. La loi parle par exemple de l'obligation d'avoir un site web avec un nom de domaine en .dz. Quand c'est du e-commerce, on va dire standard, ok, ça va. Mais par exemple, pour tout ce qui est tendance sur m-commerce, où on utilise plutôt des applis, la loi ne traite pas de cet axe du e-commerce. Elle ne traite pas aussi de la nouvelle tendance qu'on appelle le F-commerce, le commerce sur les réseaux sociaux. Oui, c'est un peu comme la loi sur l'information qui, à un moment donné, n'a pas prévu les sites Internet pour informer. Exactement. Il y a un retard. Exactement, il y a un retard. C'est dû à la conception de la loi. Elle a été conçue il y a quelques années et il n'y avait pas encore les applications. Je ne pense pas qu'elle a été conçue il y a quelques années. Il y a des lois qui restent dans les tiroirs et dans les tuyaux pendant plusieurs années et elles sont dépassées le temps d'arriver à l'Assemblée nationale. C'est déjà arrivé. Hein. Ce que je sais, c'est qu'il y a certains de nos membres qui ont été appelés à discuter, à débattre de cette loi et qui ont soulevé ces points. Mais apparemment, je pense qu'elle a été quand même votée telle qu'elle. On attend de voir, on va dire, la dernière mouture pour confirmer. Il y a aussi, dans le cadre de cette loi, en gros, l'objectif d'une loi sur le e-commerce, c'est d'instaurer une confiance numérique. C'est pour que ce qu'on appelle les e-consommateurs s'approprient ce nouveau mode de consommation. Et c'est clair pour cela qu'il faut protéger le consommateur, mais il faut aussi que les investisseurs, que les acteurs économiques aient une confiance pour investir ce créneau. Alors, dans ce domaine-là, pour cette loi est assez en faveur, je ne dirais pas en faveur, elle n'est pas équilibrée en termes de relation entre e-commerçants et e-consommateurs. Par exemple, par rapport au volet obligations de e-fournisseurs, il y a un certain nombre d'obligations, mais par rapport aux obligations du e-consommateur, on n'est pas allé dans le fond. Il a tout juste, à la limite, l'obligation de fournir un accusé de réception. Et de payer. Et de payer, bien sûr. Et encore, vous déplorez par rapport au mécanisme de... Parce que, par exemple, pour certains, vont opter pour le paiement à la commande, pour le paiement à la livraison. Au jour d'aujourd'hui, ceux qui sont actifs dans ce domaine ont énormément de soucis par rapport à des gens qui commandent un produit et qui ne sont pas là au moment de la livraison. Ce texte-là ne prévoit pas de sanctions. Même au niveau au chapitre des sanctions, il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à 2 millions de dinars
pour les e-marchands et aucune sanction pour un e-consommateur qui ne respecterait pas les règles, ce qui pourrait induire en gros des pertes pour les acteurs économiques qui investissent ce créneau. Alors tout ça est très intéressant, c'est les premières réserves d'ailleurs que j'écoute sur le contenu de cette loi. Est-ce que ça pourrait signifier qu'il n'y ait pas autant d'investisseurs finalement dans l'e-commerce parce que l'investissement n'est pas suffisamment protégé? Ça pourrait être un frein. Aujourd'hui, il y a un certain engouement par rapport à ce... parce que justement le marché est vierge, parce que les gens n'ont pas essayé, parce que les gens y croient, mais il y a possibilité qu'il y ait dans un deuxième tour un retour de bâton d'entreprises ou de start-up qui vont investir ce domaine-là et qui vont se retrouver dans des problématiques par rapport à ce manque de protection vis-à-vis du comportement de certains e-consommateurs qui ne seraient pas, on va dire, profitables. Alors, vous êtes à la tête d'un groupement d'intérêt, Mehdi Omar Ouayesh. Est-ce que vous avez étudié, est-ce que vous avez une visibilité sur l'évolution de ce marché, sur qu'est-ce qui peut provoquer, quels sont les secteurs d'activité, les segments de marché qui ont la chance de peut-être le plus profiter de cette dynamique du e-payment? D'abord, c'est une tendance mondiale. Les premiers produits à être vendus et mieux vendus en ligne, c'est tout ce qui est dématérialisé. Par rapport à un produit matériel, il y a le souci de la logistique, on a envie de toucher avant d'acheter. Mais par exemple, dans tous les pays du monde où le e-commerce est développé, c'est d'abord le voyage, c'est d'abord les transports, c'est d'abord les services en ligne, le contenu en ligne qui trouvent un peu plus d'écho chez les e-acheteurs. Et bien sûr parce que c'est plus facile à contrôler. Quand on achète un billet Alger-Oran, c'est un billet Alger-Oran, il n'y a pas de tromperie. On peut aller sur le site de Air Algérie pour vérifier que notre billet est bien enregistré. Donc première catégorie, c'est les biens immatériels qui sont plutôt des services. Ensuite, qui peut encore en profiter? Tout type de produits. Au jour d'aujourd'hui, le mode de vie a changé. On en parlait tout à l'heure, vous avez eu tout le mal du monde à traverser Alger pour venir et à vous stationner, etc. On a de moins en moins de temps et d'énergie à accorder à des achats quotidiens. Et le e-commerce peut répondre à ce besoin-là. Justement, j'en profite parce qu'on associe souvent un peu le e-commerce. On a une image un peu de gadget, de trucs un peu in pour les jeunes, etc. Alors que c'est une industrie, ça crée des emplois, les acteurs sont des contribuables qui payent des impôts. C'est un secteur à fort potentiel de développement et même d'exportation. On va dire les choses de manière très simple. Cas d'étude, nous sommes à Audin, Alger Centre, hypercentre d'Alger, une boutique sur la rue de Didouche Mourad. Qu'est-ce qu'elle gagnerait à avoir un store virtuel si en plus elle est sur Didouche Mourad? Les frais de développement d'un volet e-commerce, ça lui apporterait quoi de plus ou de moins? Déjà d'être présente sur un territoire plus large et aussi profiter un petit peu de ce qu'on appelle, il y a des technologies qu'on appelle le web to shop. C'est en quelque sorte tout ce que peut faire le web pour ramener des clients dans la boutique. Quand vous promenez sur Didouche, il peut arriver que vous êtes tellement concentré sur votre trajet que vous ne faisiez pas obligatoirement attention à un produit qui serait au fond de l'étagère de cette boutique-là. Mais c'est plus, en utilisant les technologies de l'Internet, du mobile, etc., c'est plus le produit qui vient à vous et on va dire la boutique devient juste un point de collecte des produits. D'accord. Alors, on a entendu quelque chose de relativement préoccupant quand même. Les applications ne sont pas prévues dans la loi. Est-ce qu'on peut comprendre par là que demain, une start-up algérienne innovante qui a une solution qui passe par le e-commerce va être considérée comme illégale parce qu'elle n'a pas le site extension.dz hébergé en Algérie et donc elle ne pourra pas commercer, elle ne sera pas autorisée à commercer en Algérie online? Le texte
ne dit pas que c'est interdit, mais il ne parle pas du tout de cette... Donc, on ne sait pas comment ça va être interprété. Est-ce que, par exemple, si cette entreprise-là crée quand même un site en .com.dz, est-ce qu'on ne va pas l'obliger à passer par ce site-là pour accepter des paiements? C'est aussi c'est un retour vers une autre configuration. Exactement. Donc on ne sait pas comment ça va être. En plus, cette loi renvoie énormément vers de futurs textes d'application. On ne sait pas comment ça va être interprété, comment ça va être appliqué. Alors, il y a toujours eu un débat, c'est une transition vers un peu le deuxième grand thème que nous allons développer ensemble, Mehdi Omar Ouayesh, dans le débat qu'il y a entre... quand on reçoit des responsables des infrastructures, on a eu le plaisir de recevoir 2 fois ici le directeur général de Algérie Télécom, pas celui-là, mais son prédécesseur, que je salue d'ailleurs. Et puis, lui, il dit, c'est pas les tuyaux, la fibre optique, on est en train de développer, on a développé tant de milliers de kilomètres depuis tant, etc. d'années. Et puis, quand on reçoit des producteurs de contenu et des solutions, ils disent, non, le problème, c'est qu'on a une connectivité qui n'est pas suffisamment bonne, et donc notre développement du numérique reste encore sous contrainte technique. Voilà. Vous dites quoi, monsieur dans ce débat? Dans ce débat-là, moi je pense effectivement qu'il y a eu des choses qui ont été faites par rapport aux tuyaux, mais je pense que ça reste insuffisant, surtout par rapport aux derniers kilomètres en quelque sorte. Et là, par exemple, je déplore un peu le manque d'implication du privé pour régler un petit peu ce souci-là. Mais on va dire que le souci des tuyaux peut-être est un peu moins... je ne dirais pas un peu moins grave, un peu mieux pris en charge que le sujet du contenu. Malheureusement, parce que nous, on a une culture où on règle nos problèmes avec le carnet de chèques. On va appeler les Chinois, ça coûte combien de kilomètres pour... Alors, j'en profite. J'ai un spécialiste devant moi qui est président de Algeria Digital Cluster. Vous dites quoi de la dernière offre qui vient d'arriver d'Algérie Télécom, qui est celle du HTTP, donc de la fibre optique to home jusqu'à la maison, et qui, semble-t-il, sur le plan commercial, est très très chère. Donc, il y a un effort en ce moment en termes de marketing pour la vendre. 1 million de lignes prévues, je ne sais pas combien on en a développé. Alger, Oran en priorité, Huawei comme opérateur partenaire. On en a parlé dans une enquête dans un de nos médias. Est-ce que c'est une bonne réponse? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de mévente? Je n'ai pas vraiment d'idée sur le coût ou le tarif proposé pour ce service-là, mais c'est clair que le coût a une importance capitale. L'Internet reste quand même cher en Algérie par rapport à ce qui se fait, au moins par rapport à nos voisins, et c'est encore plus le cas pour ce qui est de C'est une solution qui va jusqu'à 20 gigas. Il n'y a que les professionnels qui peuvent acheter 20 gigas. 20 mégas, pardon, 20 mégas de connexion. Ailleurs, vous trouvez du 100 mégas pour particuliers. Surtout quand on parle de nouveaux usages d'Internet, etc. C'est pas un souci de débit. Mais le souci, c'est que c'est encore plus cher pour un client professionnel avec la même qualité de service qu'on va offrir à un particulier. C'est pour ça que vous avez beaucoup d'entreprises qui font passer leur ligne ADSL par le contrat du propriétaire pour payer justement au prix public. Oui. Juste pour revenir au débat contenu tuyau, voilà, les tuyaux à la limite on signe un chèque. Malheureusement, c'est pas la meilleure approche, mais c'est une approche quand même. Par contre, pour tout ce qui est contenu, où il faut de l'imagination, il faut de la créativité, il faut construire une économie, il faut construire, avoir une vision, une stratégie. Là, on est un peu plus mal loti que pour les tuyaux. D'où le rôle de Algeria Digital Cluster. Alors, expliquez-nous un petit peu en quelques mots, vous êtes venu, vous, donc des Web Days, de l'événementiel lié à l'univers du web, pour arriver un peu dans une problématique plus globale qui revient vers l'amont. Ça s'est fait comment, Mehdi? À la base, je suis d'abord entrepreneur, start-upper, informaticien de formation. Je suis arrivé
après vers les Web Days. Web Days, pour en parler rapidement, ça a été une aventure. C'était d'abord une rencontre avec un Algérien qui était actif sur l'écosystème parisien et qui voulait faire des choses dans son pays. À l'époque, quand on avait commencé... on peut rappeler son nom. C'est Farid Arabi, je le salue. C'est aussi un fan de votre radio. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Donc... ce que je retiens des Web Days, c'est un peu le dynamisme des jeunes de l'écosystème. Même si dans un premier temps, il y avait moins d'organisation, etc., mais les gens étaient réactifs. Je retiens aussi l'attachement des Algériens de la diaspora par rapport à des initiatives en Algérie. Ça fait maintenant 7 ans qu'on organise des Web Days. Les Web Days, le format, c'est des conférences gratuites dans les universités données par des experts. Et depuis 7 ans qu'on ramène des experts des sommités algériennes de l'étranger, personne n'a demandé à être payé et souvent ils se prenaient en charge. Donc, et c'est dommage qu'on ne capitalise pas plus sur cette diaspora hyper qualifiée pour bâtir une économie numérique performante. Alors le saut donc, des Web Days vers le groupement d'intérêt. Voilà. Aussi, on va dire par rapport à ma condition d'entrepreneur, on est arrivé à un constat où il fallait s'unir pour porter un peu la réalité du terrain à nos décideurs. Parce qu'on est dans un secteur qui évolue très vite et qui est souvent mal compris. Partout dans le monde, il y a souvent un décalage entre ce qui est réglementaire et ce qui est technologique, mais dans le cas de l'Algérie, le retard est encore un peu plus important. Alors, on touche au cœur du problème. Là, on arrive vraiment au cœur du problème. C'est quoi la raison de ce retard? On a essayé de le comprendre, nous, par exemple, dans une approche un peu moins professionnelle, un peu moins technique et spécialisée, essayer de comprendre politiquement. L'Algérie est sortie d'une guerre civile dans les années 90. Le digital, le numérique, c'est un domaine ouvert. Il y a toujours eu une surcontrainte sécuritaire. On a vu que le GPS ne s'est pas développé en Algérie. On a vu que la 3G, l'Internet mobile est arrivé très en retard en Algérie, 3 ans et demi après l'Afghanistan, pour ne citer que l'Afghanistan. Et donc, il y a cette démarche toujours de prudence par rapport au e-commerce qui ne fait qu'arriver maintenant. La certification électronique n'a toujours pas été réellement signée. Donc, la confiance entre les contractants sur le web. À quoi c'est dû ce retard? Vous qui êtes un peu au cœur de ce dispositif, qui vous devez convaincre en fait? Est-ce que vous devez convaincre ceux qui détiennent les clés de la sécurité pour dire ce domaine-là, de toute façon c'est ouvert et il faut aller de l'avant? Ou est-ce que ce sont d'autres acteurs qui ralentissent? C'est plutôt, on va dire, une mentalité ambiante. C'est d'abord un manque, on va dire, de conscience de ce que pourrait apporter le numérique. Personne n'a pris la peine en quelque sorte, de quantifier le manque à gagner de l'économie de manière générale à ne pas être digitalisée. Après, il y a aussi un très grand manque de confiance. Manque de confiance envers les entreprises privées et même vers les entreprises publiques. Le privé, il est stigmatisé comme étant un peu le loup qui va entrer dans le poulailler, qui va obligatoirement tricher, qui va obligatoirement s'enrichir sur le dos de ses clients et de l'État, alors que ce n'est pas vrai. Et on n'a même pas confiance dans les institutions publiques, dans les entreprises publiques. On a cette notion que, par exemple, Algérie Télécom ne survivrait pas à une concurrence saine, alors que ce n'est pas vrai. On a par exemple le cas de Mobilis, qui a devant elle des multinationales quand même assez balèzes et qui arrive avec tout ce qui est contrainte d'une entreprise publique à avoir occupé de l'espace et être compétitive, etc. Donc, malheureusement, c'est ce manque de confiance et vers le privé et vers le public, je pense, qui retarde un petit peu la mise en place. Alors, est-ce que c'est ce manque de confiance envers le privé et le public, enfin notamment le privé, qui est à l'origine de cette décision de la ministre annoncée hier de reporter les conclusions de l'appel d'offres concernant l'Internet Outdoor? Pour nos amis auditeurs, on peut expliquer en 2 mots ce que c'est l'Internet Outdoor. Je vous laisse le faire, vous le ferez mieux que moi. Et en même temps, nous expliquer
Quel est l'enjeu de ce segment de service qui est sur la table, qui doit être distribué depuis plus de 2 ans et qui n'est toujours pas distribué? Exactement. Pour rappeler un petit peu ce que c'est que le Wi-Fi outdoor, c'est un peu comme le Wi-Fi domestique qu'on utilise pour se connecter à distance à la maison, mais c'est des bornes qui sont à l'extérieur, mises en place par des opérateurs auxquels les consommateurs, on va dire, s'abonnent pour accéder à Internet dans des espaces publics. Effectivement, le cahier de charge est sorti il y a longtemps, des gens ont investi, des entreprises ont investi, on consenti des investissements. Et aujourd'hui, selon ce que j'ai lu dans la presse, on dit que c'est suspendu par rapport à une question, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sécuritaire et d'identification des utilisateurs. Alors que, je peux le dire en tant qu'expert, que la technologie permet bien sûr d'identifier tout utilisateur de cette technologie. Ceux qui ont déployé cette technologie avant nous, eux aussi sont soucis de protéger leur population. Donc, ils ont eu ce besoin avant nous, ils ont répondu. Les technologies existent. Je peux illustrer juste par un exemple du protocole ou de la norme Hotspot 2, qui permet même d'identifier le profil opérateur de l'utilisateur, que les services de sécurité peuvent utiliser pour avoir l'identité de l'utilisateur. Donc, la technologie le permet pour l'identification. Après, il y a aussi cette notion de répondre à un problème technologique par une loi. C'est aussi une tendance qui freine un petit peu l'évolution de l'économie numérique. Donc vous dites que l'argument officiel pour le report de cet appel d'offres sur le Wi-Fi outdoor n'est pas recevable. Je dis qu'il n'est pas recevable. Nous, au cluster, on se dit que personne n'a la science infuse. Peut-être qu'au niveau technique, ceux qui ont réfléchi à cette problématique n'ont pas toute la maîtrise, et nous on est là, on se propose comme étant experts pour un peu faire en sorte que ce type d'erreur ne soit pas commis. Alors, pour aider nos amis auditeurs aussi à un peu visualiser l'enjeu, tout à l'heure vous disiez personne n'a montré au pouvoir public quel était le manque à gagner de ne pas avoir digitalisé notre économie, nos modes de production. Dans le cas du Wi-Fi outdoor, c'est quel marché, ça s'adresse à quel type d'opérateur, qu'est-ce qui est en jeu? Pour le Wi-Fi outdoor, ça s'adresse tant aux consommateurs, on va dire grand public, qu'à des professionnels. Au jour d'aujourd'hui, l'enjeu, c'est une technologie intermédiaire qui est, on va dire, entre le fixe, parce que ça n'utilise pas des opérateurs GSM, et mobile. C'est de la mobilité. Aujourd'hui, on sait que la mobilité, c'est quelque chose d'important dans on va dire, les gains d'efficacité des entreprises. On va prendre un exemple. Je suis à la gare de Lara pour prendre le train, me conduire en éco-citoyen et rentrer chez moi sans utiliser ma voiture. J'attends 20 minutes mon train, je peux me connecter à la gare de Lara sur une borne Wi-Fi. Exactement. Et un fournisseur et un prestataire qui a... alors, c'est l'appel d'offres, c'est la SNTF qui va le faire pour toutes ces gares. Comment ça se fait? Comment ça se passe pour distribuer des spots aux fournisseurs? En général, c'est plus... Ça peut être une gare, mais en général, c'est plus des collectivités locales. C'est plus des collectivités locales qui... allez, je donne un autre exemple que peut-être d'autres Algériens ont vu pendant leurs vacances. Des collectivités locales mettent le Wi-Fi outdoor gratuit pour un peu promouvoir le commerce dans le quartier. On a vu des plages avec du Wi-Fi gratuit. Ça peut même être des collectivités locales qui incitent, on va dire, l'opérateur à rendre leur commune plus connectée. Et qui a vocation qui est le plus outillé, le mieux outillé pour répondre favorablement à ces appels d'offres? Parce que visiblement, ça pose problème. Justement, voilà, vous me permettez de répondre à une question. En gros, c'est d'abord les ISP.
Et c'est Les fournisseurs d'accès Internet. Les fournisseurs d'accès Internet. Mais même les ISP ne vont pas aller de manière, on va dire, en termes de capillarité dans chaque quartier. Ils ont plus vocation à susciter de petites entreprises locales, comme ce qu'avait déclaré la ministre lors de l'événement Wuqawil, où on parlait d'Algérie Télécom qui allait ouvrir un peu pour donner l'alternative à feu les cybercafés, pour ouvrir des outdoors. Même les opérateurs privés sont dans cette optique. Il ne faut pas croire que ça va être un gros opérateur qui va s'accaparer tel marché. Ils seront obligés de travailler avec des startups, des petites entreprises locales pour aller, on va dire, au dernier kilomètre. Alors, pour résumer ce point, pour Algeria Digital Cluster, c'est une mauvaise nouvelle, ce qu'a annoncé la ministre hier. Bien sûr. C'est, on est en 2018. On devrait parler Big Data, Internet of Things, les objets connectés, les voitures autonomes, alors qu'on est encore en train de parler de connectivité. Je dirais presque des problématiques du siècle dernier, malheureusement. Recevoir de la télé par câble chez soi en AAA, c'est aussi une problématique du siècle dernier. Effectivement. Et on est toujours sur cette problématique. Il y a des opérateurs qui demandent à développer un partenariat avec Algérie Télécom pour une solution IPTV qui permet de recevoir par le câble et sans consommer de bande passante, parce que c'est une solution directement sur la fibre optique, mais qui n'arrive pas à conclure. Et donc Algérie Télécom n'a pas développé de service à valeur ajoutée pour ses clients. Exactement. Là, pour revenir à la question du tuyau et du contenu, on se concentre sur les tuyaux sans donner d'importance au contenu. Je me souviens, je pense que c'était en 2007-2006, donc il y a plus de 10 ans, où Algérie Télécom avait à l'époque annoncé en grande pompe une offre qu'ils avaient appelée, je pense, Saphir, et ça parlait de triple play, de télé, d'internet et de téléphonie. Et finalement, on s'est aperçu que c'était juste une réaction à une autre offre à l'époque proposée par l'IPAD. Et finalement, dès que l'IPAD a disparu, l'offre à triple play a disparu avec elle. Et c'est aussi un signe de ce que peut être l'apport du privé, au moins pour être un peu cet animateur qui va obliger l'opérateur historique à innover, à offrir des services. Y compris en le challengeant. Exactement, surtout en le challengeant. En le challengeant. Alors, autre symbole peut-être de cette difficulté à démonopoliser, cette problématique du GIX, vous allez expliquer aussi à nos amis auditeurs ce que c'est, enfin, un noyau d'interopérabilité qui permet de peut-être aussi mutualiser les flux, dans lequel le privé n'arrive pas à rentrer en Algérie, alors que partout dans le monde, il y a une sorte de ban de Madame Deldouri, ministre de Télécom auparavant, qui avait dit que pas de privé dans les GIX. À l'époque, les opérateurs avaient hurlé, et on est toujours là. Il y a toujours pas de possibilité de le développer. Effectivement, juste pour un peu expliquer ce qu'est un GIX, en gros, c'est une interconnexion entre les fournisseurs d'accès Internet. Au jour d'aujourd'hui, quand vous envoyez un mail à votre collègue de bureau, ça va jusque peut-être aux États-Unis pour revenir. Et là, un GIX aurait pour conséquence d'économiser un peu de bande passante à l'international. Mais voilà, aussi, c'est un cas où... Il n'y a pas de progrès en vue de ce côté ? Malheureusement, pour l'instant, on entrevoit. Est-ce que ce n'est pas un chantier prioritaire ? C'est un chantier important, mais le nombre de chantiers prioritaires, moi je pense par exemple sur le plan du tuyau à une plus grande ouverture, par une plus forte implication du privé, sur l'aspect contenu, un écosystème plus favorable à l'émergence de start-up, et là il y avait la vraie priorité. Encore une fois, on est en train de parler
pour le GIEC aussi de problématiques quasiment du siècle aussi dernier, alors qu'aujourd'hui on est à la table des réseaux spécifiques aux objets connectés. Voilà. On va arriver à la problématique du développement des startups qui nous tient beaucoup à cœur. On l'a effleuré pendant cette discussion. Mais peut-être une dernière question sur les tuyaux et la capacité de l'Algérie à finalement peut-être se positionner dans une organisation mondiale des flux. Madame la ministre parle beaucoup d'une économie de la data center et de la capacité de faire de l'Algérie un hub qui enverrait des grands flux vers l'Afrique subsaharienne. Est-ce que enfin, les experts disent que pour faire des grands data centers, il faut faire accepter les GAFA d'installer une partie de leur service en Algérie. Est-ce que vous croyez à cette possibilité? Est-ce que l'Algérie a des atouts pour être un grand hub de data? Quand on parle d'atouts, d'avantages concurrentiels, d'avantages comparatifs, moi je dis que les avantages comparatifs se construisent. Pour donner juste un exemple, si on revient quelques années en arrière, qui aurait dit que Borj Bouarejri serait la capitale nationale ou régionale de l'électronique et de nouvelles technologies? À la base, à Borj, on trouve du blé et de délicieuses brochettes. Mais ça a été... pourquoi Borj est devenue ce qu'elle est? C'était, on va dire, une poignée de pionniers qui ont travaillé et qu'on a un peu laissé faire et qui ont aujourd'hui donné ce caractère, on va dire, cet avantage comparatif à Borj. C'est la même chose pour l'Algérie, mais il faudrait travailler. Pour amener les GAFA, la concurrence est mondiale. Et pour être honnête, il y a beaucoup de travail à faire. Vous imaginez qu'un opérateur comme Google ou Amazon, pour qui la tolérance d'interruption de service est de 0, investir dans un pays où on coupe l'Internet parce qu'il y a le bac. C'est quelque chose quand même qui est important, au-delà de l'aspect fiscalité, au-delà de l'aspect infrastructure, au-delà de l'aspect positionnement géographique. Il faut travailler sur... Enfin, pour nos amis auditeurs qui ne savent pas, vous parlez de l'Algérie, là. Oui, je parle de l'Algérie. Le pays qui coupe l'Internet pour le bac, c'est l'Algérie. Ça peut échapper. D'accord. Donc, malheureusement, il faut travailler aussi sur cette image. Les investisseurs internationaux voient souvent comment sont traités les investisseurs locaux avant de prendre une décision pour s'installer. Alors, peut-être que la grande lueur d'espoir, c'est encore et toujours le développement des startups innovantes. Il y a maintenant, est-ce que vous considérez, monsieur Mehdi Omar Ouayesh, qu'il y a suffisamment de recul pour tirer un premier bilan sur les activités des incubateurs qui sont chargés d'accompagner ces startups? Je pense qu'il n'y a pas encore assez de recul. Le seul incubateur aujourd'hui, on a une émergence d'incubateurs, mais qui sont, on va dire, assez récents. L'incubateur qui a quand même certaines années d'existence, c'est l'incubateur de Sidi Abdallah. Pour parler de l'incubateur... Par lequel vous êtes passé, d'ailleurs. Par lequel je suis passé, exactement. Et voilà, je commencerai d'abord par saluer toutes les équipes de la MPT. J'ai été récemment à un événement Startup Weekend où le personnel de la MPT était présent avec les startups tout le week-end, etc. On attend d'ailleurs la visite de M. Tasfaout, de M. Ben Saoula. Voilà. C'est un nom de footballeur, donc moi je suis très football, donc je confonds les noms de footballeurs. Désolé, M. Ben Saoula. Donc on attend sa visite sur ce plateau pour parler du développement. Donc les équipes de l'incubateur sont en train de faire un travail formidable, mais en mode start-up, avec des conditions et des moyens quand même qui ne sont pas calibrés à l'enjeu et à la responsabilité qui leur incombe. Ça c'est intéressant ce que vous dites. Celui qui a la charge d'être l'incubateur ne doit pas être précarisé comme une start-up. Ça doit être une boîte mature. Exactement. C'est ça que vous êtes en train de dire. C'est ça que je suis en train de dire. Voilà. Heureusement, d'un autre côté, heureusement qu'ils ont aussi cette mentalité start-up et qui prennent à cœur leur métier d'accompagner les start-up qui sont incubées. La dernière fois, déjà l'emplacement du site est une contrainte pour eux. La dernière fois, je discutais avec un ami du Cyberpark qui me posait la question: quelle est la première contrainte d'une start-up en Algérie? Je lui ai dit, je ne sais pas. Il m'a dit la boue.
parce que en sortant... C'est toujours le cas, malheureusement. Rahmania, voilà, exactement. La gare de train est encore un peu loin, elle n'est pas à côté. Peut-être que l'activité du pôle médical avec Sanofi qui va bientôt démarrer, peut-être que ça va permettre à ce pôle de se moderniser. Peut-être, mais ce qu'on déplore, c'est qu'en général, ce qu'on essaie de faire à travers des incubateurs, c'est d'aller voir là où c'est dynamique et on implante l'incubateur. C'est pas d'implanter un incubateur et de dire aux gens soyez dynamiques là-bas. Voilà, Alors, sinon, la problématique orientation business des startups, c'est une vraie question. On a vu par exemple en 2007 arriver plusieurs applications. Et nous, on se pose toujours la question de savoir, c'est bien, c'est utile. Je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup, je vais me faire des mécontents, mais c'est en général tourné vers la mobilité, vers des solutions de tous les jours. Est-ce que c'est viable? Comment construisent-elles leur modèle économique en l'absence jusqu'à aujourd'hui du e-payment et du e-commerce? Voilà. Justement, les startups algériennes et les entrepreneurs algériens ont développé une certaine agilité à contourner ces problématiques-là, heureusement, et aussi à innover sur le modèle économique. Au jour d'aujourd'hui, ils arrivent à proposer des services en proposant le paiement à la livraison, en proposant le paiement à la prestation, etc. Et je pense que c'est toujours un paiement physique. C'est toujours un paiement physique, mais avec des modèles adaptés à la réalité algérienne. Et ce qui est essentiel, ce qui est à retenir, c'est qu'ils répondent à un besoin. On va prendre un cas pratique. Quelqu'un qui utilise une application pour avoir un taxi et se déplacer rapidement. C'est un peu le modèle Uber. On connaît le modèle Uber. Est-ce que vous croyez à la possibilité de le dupliquer en Algérie? Qui paye? Est-ce que qui paye? Le client va payer celui qui va le transporter, mais la relation entre celui qui va le transporter et la start-up qui a développé la solution, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on peut stabiliser, fidéliser et développer en Algérie? Bien sûr. Même si vous allez sur le géant Booking, il vous permet de payer l'hôtel quand vous arrivez. C'est l'hôtel qui paye Booking. Donc c'est un modèle qui est plutôt connu même à l'international. Et les Algériens sont encore une fois assez attachés au cash. On n'a pas encore confiance. Même si on a une carte bancaire ou CCP, on a tendance à retirer toute sa paye au début du mois et de la gérer en cash. Donc pour l'instant, ces solutions, on va dire, sont assez adaptées aux besoins des clients algériens. Juste pour illustrer, la dernière fois, j'avais un rendez-vous à la wilaya d'Alger. J'ai pris un service. On peut les citer, c'est pas un problème. Voilà, j'ai pris un Yassir pour y aller. C'était très rapide. Entre-temps, la discussion a duré à l'EWA. J'ai épuisé ma batterie de téléphone. Et en sortant, j'ai pris presque 1h45 minutes pour prendre un taxi pour aller à Bermond Raïs à travers Alger Centre. Il ne fallait pas que le téléphone tombe. Il ne fallait pas que le téléphone Donc c'est une vraie solution. Exactement. Pratique. Alors, c'est quoi l'orientation que vous voyez, vous, parce que vous êtes quand même au cœur de cette économie-là. Quelle est la spécificité, quel est le talent que doivent développer les startups algériens pour ne pas faire que dupliquer des solutions qui ont été éprouvées ailleurs, lancées ailleurs, et pour mieux s'adapter aux réalités algériennes? Exactement. Donc, et là, on revient un peu à la mission de l'État stratège qui doit aussi orienter vers ces nouvelles technologies. Au jour d'aujourd'hui, on déplore aussi le manque d'interaction entre les grands groupes et les startups. Ce qu'on voit par exemple se développer à l'international, c'est ce qu'on appelle l'open innovation. Par exemple, on parlait tout à l'heure du Web Days. Chaque année, on organise en partenariat avec la NASA le NASA Space App Challenge. C'est-à-dire que, y compris la NASA, chaque année, met sur son site des challenges, des problèmes qu'elle veut régler, soumis aux startups du monde entier. L'une des activités, on va encore la IDT pour cette année du cluster, c'est qu'on emmène des startups algériennes participer à ce qui est en train de devenir un gros salon de startups mondial qui s'appelle Viva Technologie Paris.
Et quand vous allez à Viva Technologie Paris, le salon n'est pas organisé en pavillon pays. Il est organisé en pavillon écosystème entreprise. Vous avez le pavillon, par exemple, Google, où vous avez au centre Google et autour toutes les startups que Google fait travailler et toutes les startups qui répondent aux problématiques énoncées par Google. Alors, vous direz quoi justement de ce point de vue-là aux grands groupes algériens? Je prends un exemple là. Massirvi, parce que nous on parle des acteurs qui vont vers les startups, vient de rentrer dans le capital de 3 ou 4 startups récemment. Vous dites que les grands groupes devraient faire cela en orientant des startups de ce type-là pour travailler sur des solutions qui correspondent aux problématiques du groupe. Exactement. Et vous déplorez que ça ne se fasse pas suffisamment. Ça ne se fait pas suffisamment. L'idée, c'est peut-être que les startups dans lesquelles a investi Massirvi sont un peu loin du cœur de métier de Massirvi. Mais par exemple, j'imagine une Sonatrach, une Sonelgaz, une SNTF qui dit voilà, j'ai tel problème. Pour gérer le flux de mon réseau, proposez-moi des solutions. Et en général, ça coûte moins cher, l'Open Innovation coûte moins cher qu'une équipe de salariés, de chercheurs dédiés à régler ce problème-là. Et c'est plus créateur de richesse et d'emploi. Alors ça, c'est une première forme d'amorçage du travail des startups. La forme la plus classique, c'est quand même le business angel. C'est des fonds d'investissement dédiés à du capital risque. Quoi, Exactement. Alors là aussi, du côté, par exemple, du FCE, qui avait promis 1 milliard de dinars pour ce type d'activité, il y a du retard à l'allumage. Exactement. Après, il ne faudrait pas que le rôle d'un business angel soit considéré un peu comme un rôle social ou caritatif, etc. C'est un acte économique. Un acte économique doit être encouragé. Les gens y vont moins par rapport à tous les sujets dont on a débattu par rapport à tous ces blocages. En plus, il n'y a pas assez d'incitation. Dans d'autres pays, on permet de défiscaliser, on offre des avantages fiscaux et à la start-up et aux business angels pour qu'ils franchissent un peu pour qu'ils fassent le pas de prendre le risque d'investir dans la start-up. Alors, à Algeria Digital Cluster, est-ce que vous n'avez pas des success stories à mettre en avant justement pour pousser tous les acteurs, les grands groupes, les institutionnels, etc., à aller dans cette direction? Dire voilà, ça a marché et très bien marché en dehors de ceux qui sont connus, qui sont plutôt dans une économie classique. Je pense à Webknis.com ou Emploitic, qui sont dans un modèle plutôt ancien. C'est pas leur faire injure de cela, parce qu'Emploitic s'est déjà redéployé sur des solutions extrêmement innovantes, et je pense que Webknis.com va le faire aussi. Mais quels sont les nouveaux succès qu'on peut mettre en avant pour dire il faut aller dans cette direction? Exactement. Il y a certaines entreprises qui sont pas peut-être start-up, qui sont peut-être pas assez connues parce que leur produit n'est pas, on va dire, un produit B2C ou un produit grand public, mais on a par exemple une start-up qui fait dans le big data et qui a comme client des grandes multinationales et qui concurrencent dans leur domaine des start-up américaines. Vous pouvez dire leur nom. Là, moi, j'ai cité deux noms. Je citerai par exemple Big Mama. D'accord. Déjà le nom est un peu évocateur par rapport c'est un peu par rapport donc installé en Algérie, de droit privé algérien installé en Algérie, c'est aussi une start-up créée par des Algériens qui ont fait les études à l'étranger et qui ont fait le choix de revenir en Algérie. Je citerai par exemple Issal, on a parlé de data center, qui a investi dans un data center avec une très forte expertise sur la protection des données, etc. Et malheureusement, il se heurte un peu à une incompréhension, à une peur de travailler dans le domaine de la data avec un privé, alors que... Ils proposent des solutions cloud et des sécurisations extrêmement intéressantes, et ils ont les droits de Google en Algérie. Exactement, et ils sont un opérateur, on va dire, dans les clous, qui est agréé par la RPT, etc. Voilà. Donc il existe des expériences qui sont peut-être à mettre au devant et que Algeria Digital Cluster va de plus en plus promouvoir. Exactement, en Algérie et à l'extérieur. Optimiste?
On essaye. Après une émission comme ça, tout ce que vous avez dit, vous pouvez rester optimiste. Bien sûr, bien sûr. Ce qui me rend optimiste, c'est un peu le dynamisme de certains acteurs. Par exemple, la nouvelle dont vous avez parlé de l'entrée de Massirvi dans le capital de certaines startups et aussi de l'accueil que l'écosystème a réservé à cette nouvelle. On espère que ça va faire un peu... que ce sera un précédent pour beaucoup d'autres grandes entreprises pour entrer dans le capital des startups. Et peut-être que ça sera un incitateur pour les pouvoirs publics pour travailler sur une loi ou des mesures fiscales pour encourager ce type d'investissement. Je donne juste l'exemple de l'Ansège. L'Ansège, une entreprise Ansège, a certains avantages fiscaux sur une longue période, mais qui permet l'investissement, par exemple, de banques, mais pas de business angel, parce que les actionnaires d'une entreprise Ansège doivent être chômeurs. Et souvent, surtout pour les startups technologiques, il ne s'agit pas de financer un équipement, il s'agit de financer surtout de la R&D, ce que ne financent pas les banques, parce qu'on ne peut pas saisir de la R&D en cas de... Oui. Nous sommes malheureusement, nous aussi, à Interface Média, en face à ce problème. Monsieur Mehdi Ammar Ouayache, merci beaucoup d'avoir été notre invité. Je regrette de ne pas vous avoir invité plus tôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Alliance Assurance, partenaire de l'invité du direct. Alliance Assurance, avançant en toute confiance. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.